Bien, alors bonsoir tout le monde pour cette semaine des enseignements du Rav Noam Perel sur la paracha de Vaïgash. Donc là, cette semaine, on apprend la rencontre entre Judas et Joseph. Et en fait, il s'agit de la descente en Égypte, puisque une fois que Joseph s'est fait reconnaître par ses frères, il a proposé à ses frères de retourner à la maison et de ramener leur père Jacob avec toute la famille, puisqu'il y a encore 5 années de famine, donc de venir en Égypte. Et en fait, c'est le début de l'exil, puisque la famille de Jacob vient en exil, vient en Égypte, et que de là, ils ne repartiront plus avant la sortie d'Égypte par Moïse 210 ans plus tard. Alors le verset nous dit, Vaïssa Israël, v'chol asher lo. Jacob, qui s'appelle aussi Israël, a fait le voyage avec toute sa famille. Vayavo Be'er Hashava, il est passé par la ville de Beersheba, Veisbar Zvachim Elohei Aviv Yitzhak, et à Beersheba, il fait une pause et il fait des sacrifices avant de quitter le pays de Canaan, le pays d'Israël, puisque c'est la frontière avant le désert qui le conduit en Égypte. Et là-dessus, le Midrash intervient et nous demande, Israël est allé avec toute sa famille à Beersheba. Qu'est-ce qu'il était allé faire à Beersheba? Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté à Beersheba? Amar Rav Nachman shalach lakutz arazim shenata Abraham zkeno. Il y a un verset qui nous avait dit dans le livre de la Genèse que Abraham, le grand-père, avait planté des échelles, c'est des térébintes à Beersheba. Et donc Jacob est allé, d'après ce midrash, chercher les térébintes plantées par Abraham pour s'en servir ultérieurement quand on sortira d'Égypte dans 200 ans. Il est écrit, quand on a construit le tabernacle, le Mishkan, qu'il y avait une barre médiane qui traversait toutes les poutres des murs du sanctuaire. Et comme le Mishkan faisait 32 coudées de long, 32 coudées, c'est environ 16 mètres, il y avait donc une barre de bois, une planche de 16 mètres de long qui donnait la stabilité à tout le mur. Et là-dessus, demande Rabbi Lévi, mais d'où est-ce qu'on trouvait dans le désert un arbre qui a 16 mètres de haut, enfin qui a plus que 16 mètres de haut pour trouver une poutre de 16 mètres de long. Et la Melamed, il dit, mais c'est justement, c'est pas au moment où Moïse reçoit l'ordre de construire le tabernacle dans le désert, c'est pas à ce moment-là qu'ils vont commencer à chercher le bois. Mais le bois, il avait déjà emmené avec eux en descendant en Égypte. Ils savaient par prophétie qu'à la sortie d'Égypte, Dieu demanderait de faire un tabernacle. Ils auraient besoin de bois et déjà en descendant en Égypte, ils ont emmené les bois nécessaires pour la construction du Mishkan, du tabernacle du désert. Et le Midrash cite des versets pour expliquer d'où on peut apprendre qu'ils avaient déjà les bois avec eux. Amar Rabbi Lévi donne un autre enseignement. En fait, ils ont pris ces arbres non pas de Beersheba, comme on l'a vu plus haut, mais ils les ont emmenés d'une ville qui s'appelle Migdal, qui est tout à fait au nord d'Israël. Et c'était des arbres tout à fait formidables, il n'y a aucun nœud dans le bois, c'était des bois parfaits. Et alors maintenant, le Midrash nous raconte une histoire. Il y avait dans la ville de Migdal, donc au bord du lac de Tibériade, tout à fait au nord d'Israël, il y avait là-bas des acacias tout à fait spéciaux, et que personne n'y touchait, il y avait un respect de ces acacias, parce que d'après la tradition locale de la ville de Migdal, c'est de ces acacias-là que Yaakov avait pris pour emmener en Égypte pour le futur tabernacle. Et donc, les gens de Migdal sont allés à la rencontre des rabbins de l'époque, Rabbi Hanina et son tribunal rabbinique, et lui ont demandé est-ce qu'on ne pourrait pas couper, on a besoin de ces arbres, on voudrait couper les arbres pour en prendre le bois. Nos ancêtres avaient une tradition de respecter ces arbres parce qu'ils ont servi à Jacob en descendant en Égypte, mais nous, on voudrait couper ce bois. Amar lahem, Rabbi Hanan leur répond, Alt shanu mimenagotechem, ne changez en rien les coutumes de vos ancêtres. Si vos ancêtres ont respecté ces arbres et n'y ont pas touché, ne commencez pas, vous, à les couper. Bon, un midrash assez bizarre, c'est quoi cette histoire d'avoir emmené les arbres depuis Israël vers l'Égypte, les garder 200 ans en Égypte,
parce que quand on sortira de l'Égypte, il faudra qu'on soit au tabernacle. Une histoire un peu bizarre. Et c'est d'autant plus bizarre que ces arbres sont d'après le Midrash à Migdal. Et Migdal, ça se trouve au Kinneret, au nord d'Israël. Donc Jacob, en allant vers le sud, vers l'Égypte, serait d'abord passé vers le nord pour aller chercher les arbres, serait revenu vers l'Égypte. C'est une histoire assez rocambolesque. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il faut comprendre que le Midrash n'est pas un récit historique, il a un récit il a un message à nous faire passer. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Et donc le Rav Nampel, c'est vraiment ces gens de Migdal, ils sont un peu simplistes. Comment est-ce qu'ils peuvent supposer que c'est ces arbres chez eux que Jacob a pris? Il n'y a aucune logique. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas de route. On va avec des ânes. Comment est-ce qu'on transporte des poutres de 16 mètres de long depuis la Galilée jusqu'à l'Égypte? C'est quelque chose d'assez bizarre. C'est apparemment, le Midrash a une idée à nous enseigner et ce n'est pas du tout un récit historique. Ce n'est pas que vraiment Jacob a fait 200 km pour aller au nord et 200 km pour revenir au sud en transportant des poutres de 16 mètres dont il aura peut-être besoin dans 200 ans. Donc le Midrash nous raconte une histoire parce qu'il veut nous enseigner quelque chose, mais ces gens de Migdal, qui sont des gens très simples et disons naïfs, prennent ce Midrash au pied de la lettre et disent, ben oui, ils ont une fierté nationale, c'est de chez nous, de notre village, qu'on a pris les arbres pour faire le Mishkan. Alors arrive une génération un peu moins naïve, un peu plus éduquée, qui comprend que ça ne peut pas être ces arbres-là qui ont été pris par Jacob, et donc ils viennent chez Rabbi Hanina, il dit, OK, nos ancêtres ont respecté ces arbres, mais nous, on comprend que c'est certainement pas de là que sont venus les arbres pour faire le tabernacle, donc nous, on voudrait bien couper les arbres et se servir de leurs poutres. Est-ce qu'on a le droit? Et Rabbi Hanina dit, non, il faut garder les coutumes de vos ancêtres. Donc l'enseignement de ce Midrash, c'est que ce n'est pas l'histoire des poutres, c'est une autre histoire, c'est l'importance de continuer les coutumes, parce que les coutumes, elles ont une raison. Ce n'est pas par hasard que leurs rabbins, il y a quelques siècles, ont décidé de leur enseigner que c'est des bois de chez eux que venait le bois du Mishkan. Apparemment, c'est des gens qui avaient un petit peu un sentiment d'infériorité, un sentiment d'appartenir à la périphérie. Ils sont loin du centre d'Israël, tout à fait sur la frontière nord. Ils sont très loin de Jérusalem, ils sont très loin des centres religieux, des centres nationaux d'Israël. Et leur maître, pour leur donner un petit peu une confiance en soi, une fierté de leur lieu d'appartenance, leur ont dit, mais non, vous ne comprenez pas, vous êtes loin de Jérusalem, mais sans vous, on ne peut pas faire le tabernacle. C'est de chez vous qu'on a pris les bois du tabernacle. Et donc, c'était important de préserver cette coutume parce qu'elle leur donnait cette fierté qui leur permettait d'être de bons juifs, bien qu'ils soient très éloignés des centres du peuple d'Israël. Et justement, un des grands maîtres de la halacha, de la loi juive, le Rabbi Israël Meir de Radin, le Chafetz Chaim qui habitait donc à Radin en Europe de l'Est il y a un siècle, on raconte de lui qu'un jour il a pris un nouveau poste dans un petit village et quand il arrive le matin à la synagogue, il voit le bedeau qui va chez l'un, lui dit Mazal Tov, Mazal Tov. Mazal Tov, c'est des félicitations quand il y a un heureux événement dans la famille, il va chez un autre, Mazal Tov, Mazal Tov. Bon, OK, il y a deux personnes qui ont apparemment des heureux événements. Le lendemain, ça recommence, le bedeau va chez encore deux autres, Mazal Tov, et encore chez un autre, un quatrième, Mazal Tov, Mazal Tov. Et là, le rabbin se pose la question, quoi. Il y a tellement de naissances ou de mariages dans ce petit village que le bedeau vient de donner ses Mazal Tov tous les matins. Donc, il appelle le shamash, le bedeau, lui demande, mais c'est quoi les Mazal Tov? Et le gars lui répond, bah, c'est très simple, ma femme est responsable du mikvé, du bain rituel. Et donc, elle me dit qui sont les femmes qui sont hier allées à la fin de leur période de règles au mikvé, et je félicite le mari. Alors là, le Raphaël Sraïm, il tombe de sa chaise, il dit quoi? Mais ça, c'est quelque chose d'absolument personnel. On garde ça dans l'intimité du couple. Le fait qu'une femme va au mikvé, c'est pour permettre, après la période des règles, de retrouver son mari. Ce n'est pas quelque chose à publier, à crier en public. Et donc, le Chafetz Chaim, il dit, bon, à partir de demain, c'est fini, il n'y a plus de Mazel Tov, on arrête cette coutume bizarre. Donc, si le rabbin a décidé, on arrête, le shamash arrête de dire Mazel Tov à tout le monde. Et quelques temps plus tard, il vient chez le rabbin, il dit, monsieur le rabbin, est-ce que vous savez, il y a un problème très grave dans le village, les femmes ne vont plus au bain rituel, elles ne vont plus au mikvé.
Et alors, le rabbin fait son enquête et il s'avère que, en fait, dans ce petit village d'Europe de l'Est, le mikvé, le bain rituel, c'était pas un bain rituel, c'était une petite, c'était un isoloir construit sur la rivière locale. Or, en hiver, les eaux de la rivière étaient glacées et les femmes hésitaient à aller se plonger, prendre leur bain glacé dans le mikvé. Mais comme leur mari était au courant si elles y allaient ou n'y allaient pas, puisque la responsable les voyait, elles se forçaient à aller dans ce bain glacé. Mais quand elles ont compris que leur mari n'était plus au courant de leurs faits et gestes, elles ont trouvé de bonnes excuses. On ira quand la saison sera un peu meilleure, quand le soleil reviendra, quand l'eau sera un peu moins froide, et elles ont cessé d'aller au bain rituel. Et quand le Chafetz Chaim a entendu ça, alors il a compris quelle avait été l'idée du rabbin qui avait dit de féliciter les maris pour qu'ils sachent que leurs femmes ont été au bain rituel, c'est-à-dire que, bien sûr, c'est quelque chose qui normalement se fait dans l'intimité, ce n'est pas quelque chose qu'on annonce au vu et au su de tout le monde, mais d'un autre côté, les femmes n'allaient plus au mikvé, et ça c'est vraiment un interdit très grave de la Torah, et donc le rabbin de l'époque avait préféré faire cet interdit, de transgresser cet interdit de dire le Mazel Tov dans la communauté plutôt que de causer cette erreur que les femmes n'aient plus au mikvé. Et donc, le Chafetz Chaim a fait deux choses. D'abord, il a remis au jour cette coutume du bedeau de dire Mazel Tov au mari dont les femmes allaient au mikvé. Et la deuxième chose, il a pris sur lui, il a annoncé que dorénavant, il ne prendra plus jamais la responsabilité d'annuler un minag. Quand il y a une coutume dans une communauté, même si des fois ça peut nous paraître stupide ou déplacé, en général, cette coutume a une raison d'être, il y a une raison pourquoi les rabbins de l'époque, il y a quelques générations où les ancêtres ont décidé de cette coutume, et on n'annule pas des coutumes à la légère, elles ont toujours une raison d'être. Et voilà, les gens de Migdal, se fait de penser que c'est grâce à eux qu'on avait construit le tabernacle du désert, leur donner leur fierté d'appartenance au peuple juif. Chaque coutume a son importance. Shabbat Shalom, Be'ezrat Hashem, à la semaine prochaine.